Hop. Alors, une petite première question. Comment est née l'idée du bouquin pour toi? Alors, au moins du secteur de recherche d'abord. Le secteur de recherche, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je suis de formation classique. J'ai fait un parcours universitaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Je ne suis pas du tout du milieu de la science-fiction à l'origine, mais j'ai lu de la mythologie, et c'est par la mythologie que je suis arrivé à l'intérêt pour les lettres classiques, le latin et le grec. Et en parallèle, et pour moi il n'y avait absolument aucune différence fondamentale, je lisais la science-fiction, j'ai lu la science-fiction depuis que j'ai su lire à peu près. Et notamment des auteurs français, de façon assez naturelle, parce que il se trouve que ma bibliothèque familiale était pleine d'auteurs, notamment français. Et voilà, donc j'en ai lu énormément, notamment Georges Arnaud qui est là aujourd'hui à Sèvres. Voilà, mais et ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, comme beaucoup, j'ai considéré que la science-fiction n'était pas un objet d'étude. Je le lisais pour mon plaisir et je ne considérais pas que c'était quelque chose qui avait lieu d'être étudié, qui faisait partie des classiques. Et il s'est trouvé qu'au moment où j'ai pu commencer à envisager une thèse, eh bien, celui qui allait devenir mon directeur de thèse, M. Michel Murat, a fait une conférence dans laquelle il expliquait que d'après lui, il n'y avait pas d'objet non légitime, et il a parlé notamment de la science-fiction. Donc je suis allé le voir pour lui proposer de faire éventuellement un sujet sur la science-fiction française. Il m'a indiqué que lui-même en avait été lecteur, sans être du tout spécialiste ou quoi que ce soit. Et de là a commencé le travail sur la science-fiction française. Et alors, mon objectif dès le départ, ça a été de fournir... J'ai fait un premier état des lieux et je me suis rendu compte qu'une des raisons pour lesquelles je considérais que ce n'était pas un objet légitime, c'était notamment parce que la manière dont il avait été étudié jusque-là n'a pas été extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes études, il y a des gens tout à fait qui ont travaillé de façon intéressante sur la science-fiction, mais ils n'ont pas acquis une visibilité suffisante dans le milieu universitaire, me semble-t-il, parce qu'il n'y a pas eu un effort qui soit un effort systématique. Effort systématique, et notamment effort de pédagogie en direction des universitaires. C'est-à-dire que, il y a deux possibilités. Soit on considère dès le départ que la science-fiction est un objet peu légitime, auquel cas on l'étudie comme objet peu légitime dans la paralittérature, et de base ça veut dire que les autres universitaires qui ne sont pas spécialistes de ça n'ont pas de raison de s'y intéresser. Soit on le considère déjà légitime, et auquel cas finalement les gens qui n'ont pas le bagage initial ne sont pas capables de s'intéresser à ces études-là. Donc j'ai voulu faire quelque chose d'intermédiaire, c'est à partir du principe que non, la science-fiction n'est pas reconnue au départ, mais qu'il est possible de la présenter d'une façon qui puisse être accessible pour les autres universitaires. Et donc au départ, mon effort est dirigé vers les universitaires, même si j'espère que de nombreuses personnes pourront s'y intéresser au-delà, et le passage de la thèse au livre a consisté pour moi justement notamment à rendre lisible et accessible et plus punchy ce que j'avais proposé au départ dans la thèse. Donc voilà, le point de départ, c'est essayer de présenter une étude systématique de la science-fiction française pour permettre à d'autres universitaires et au-delà à tous les amateurs, à tous les gens qui s'intéressent à ce genre de littérature, de s'en emparer et de travailler dessus. Voilà, c'est le point de départ. Une petite question sur le choix de la période. Pourquoi avoir fait ce choix de cette période-là, de ces décennies-là, entre guillemets? Alors, en fait, le choix de la période, donc la période centrale du livre, c'est 1950-1980. Et c'était le choix de la thèse. J'ai inclus j'ai un peu élargi cela pour le livre, c'est-à-dire approfondi ce que j'avais pu faire comme travail préalable sur la proto-science-fiction qui est avant 1950, pour bien comprendre comment on arrive à ce statut-là. Et j'ai proposé des pistes d'analyse pour après 1980. Mais le cœur de ce que j'ai étudié, c'est 1950-1980. Alors le choix s'est fait selon trois critères principaux. Le premier critère, c'est la distance critique. C'est-à-dire qu'il est indispensable, surtout pour un objet qui au départ n'est pas très légitime, il est indispensable d'avoir un recul critique suffisant pour qu'on puisse dire avec certitude voilà ce qu'il faut en retenir ou non. Alors, du moins faire des propositions, non pas certitude au sens où ce serait une vérité établie, mais au sens où il y a déjà eu les preuves du temps. Voilà. Donc, d'où la nécessité pour moi de m'arrêter à peu près en 1980.
Sachant qu'en plus il y avait une dimension un peu personnelle aussi là-dedans, c'est que les auteurs que j'ai beaucoup lus quand j'étais moi-même enfant, adolescent, sont les auteurs qui ont écrit entre 1985 et 2000. Donc c'était aussi les auteurs que j'ai aimés moi, et j'ai pas voulu m'en emparer immédiatement. Bien sûr, il y avait certains auteurs comme Philippe Curval, Gérard Klein, que j'avais déjà lus avant, mais parce qu'ils étaient très réédités. Et donc 1980, c'est pour être sûr d'avoir un recul critique. Maintenant qu'une dizaine d'années s'est passée, je pense que je pourrais facilement tirer jusqu'en 1990, sans trop de problèmes. Mais bon, il y avait ce besoin d'un recul critique. Alors ensuite, l'autre critère important, c'était de parler de la science-fiction. Et à mes yeux, et ça reste important, il y a une différence fondamentale entre la manière d'écrire de l'imagination scientifique, donc parler d'objets de la science et spéculer dessus, avant et après 1950. Ça ne veut pas dire que rien n'est resté de ce qui a été fait avant, ou que les auteurs aient fait moins bien, mais ils faisaient différemment. Et notamment, et c'est ce que j'explique dans le livre, c'est que ce que faisaient les auteurs avant 1950, c'est ils suivaient ce que j'appelle une poétique de l'anomalie. C'est-à-dire que toutes les inventions sur lesquelles ils spéculaient étaient des anomalies, des choses bizarres, étranges, qui surgissent dans un environnement relativement contemporain et qui posent problème et qui sont très souvent détruites, ne donnent aucun effet. Et avec une inversion de plus en plus forte quand on se rapproche de 1950, inversion qui fait que c'est finalement l'être humain qui devient une anomalie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait possibilité d'équilibre entre une humanité prolongée et une nouveauté introduite dans le récit. Et pour moi, la science-fiction américaine, qui s'est simplifié la vie énormément dès le départ, en supposant qu'il n'y avait pas de problème, en fait, les choses nouvelles peuvent être assimilées comme on a assimilé d'autres choses avant, eh bien la science-fiction américaine a changé un peu cette façon de voir. Et lorsque les écrivains français, qui connaissaient pour certains d'entre eux très bien ce qui s'était fait avant, mais lorsque les écrivains français ont vu ce que les Américains faisaient, ils ont voulu faire autre chose, ils ont voulu renouveler ce qui se faisait. Et donc il y a eu un changement important. Alors 1950 c'est une date symbolique, il y avait déjà des écrivains intéressants qui commençaient à faire des choses avant, et il a fallu plusieurs années avant que vraiment des écrivains français s'investissent dans les collections françaises. Et alors, le troisième aspect temporel, c'est la durée. C'est-à-dire que pour arriver à faire des remarques qui soient pertinentes, il me semblait important d'avoir au moins une trentaine d'années à étudier pour pouvoir, sur le long terme, faire des remarques qui soient pertinentes pour, en général, la science-fiction française. Et donc, 30 ans, ça me semblait assez important. Et c'est ce qui m'a permis notamment de mettre en valeur ce que j'appelle les paradigmes dominants. Un paradigme, c'est ce qui rassemble les caractéristiques de quelque chose. Et le paradigme dominant de la science-fiction française, c'est en gros l'air du temps, c'est l'esprit du temps. Qu'est-ce que c'est que la science-fiction à cette époque? Et alors, quand je parle de paradigme dominant pour 1950-1960, je sais très bien que on peut trouver des contre-exemples à l'intérieur de la période ou que ça peut se prolonger un peu. Je fais simplement des découpages. Mais l'idée, c'est que ça permet du coup d'avoir une idée générale de ce qui se fait à l'époque. Et donc, si on trouve un texte très intéressant de cette époque qui n'est pas dans ce paradigme, on peut se rendre compte qu'il fait contraste et qu'il est volontairement là pour faire contraste. Et de la même manière, sur la même logique, si on trouve un texte qui est en plein dans ce paradigme, on se rend compte que c'est potentiellement un de ces textes-là qui ont compté à l'époque, même si actuellement il n'est plus reconnu. Donc ça permet de se placer dans l'histoire et au lieu d'avoir cette impression qui est formidable, l'impression que la science-fiction c'est une constellation de thèmes tous extrêmement enthousiasmants, tous extrêmement motivants, on se rend compte que certains de ces thèmes ne sont pas du tout à l'honneur à certaines époques. Et donc la science-fiction, ça ne veut pas dire la même chose à tel ou tel moment. Bon, ça c'est des choses que les amateurs connaissent, mais ce sont là des choses que j'ai documentées autant que possible et en essayant de rendre aussi au maximum la vie de la communauté de science-fiction, les collections, la manière dont les auteurs ont conçu leur métier. Enfin, voilà, l'idée c'était vraiment de donner des points de repère de façon systématique. Y a-t-il une spécificité de la science-fiction française
Alors, le risque à vouloir trouver une spécificité de la science-fiction française, c'est de la définir par des caractéristiques qui seraient des caractéristiques négatives. En fait, il n'y a pas, selon moi, de spécificité de la science-fiction française. Il y a, on peut dire, il y a des particularités qui sont des particularités dans le temps. C'est-à-dire que par rapport à des possibles, qui sont en général tous les possibles de la science-fiction, eh bien le fait qu'à un moment donné, la science-fiction corresponde à un paradigme particulier, ça va faire qu'à telle ou telle époque, on n'aura pas telle possibilité. Le problème pour définir ce qui fait la science-fiction française par rapport à cela, c'est qu'on a tendance, par défaut, à considérer que ce qui se fait à l'international, comme on dit, et surtout du côté des Américains, ça va être la science-fiction par essence. C'est ça. Alors que, et c'est ça qui me... J'aimerais pouvoir le faire, mais je ne peux pas, parce que je peux pas, malheureusement. Mais j'aimerais inciter les chercheurs américains avec qui je suis en contact à travailler justement sur cette idée de paradigme dominant pour voir ce que ça donne aux États-Unis. Parce que aux États-Unis aussi, il y a cette tendance à ce que la science-fiction, à un moment donné, soit une chose et pas une autre. Quand on parle de la fin de la hard science à un moment donné, par exemple, c'est vraiment la perte d'une certaine... d'un certain type de science-fiction. Mais c'est pas vraiment une perte, c'est simplement que parmi les possibles de science-fiction, il y en a certains qui s'effacent. Et alors, maintenant, s'il fallait vraiment caractériser la science-fiction française par rapport à, disons, aux possibles généraux de la science-fiction, je dirais que parmi les choses qui n'ont jamais été vraiment très exploitées en France, c'est justement la hard science. C'est-à-dire l'idée qu'on veut absolument jouer avec les instruments de la science, enfin les objets de la science, et partir de cela pour créer quelque chose qui soit aussi plausible que possible. Bon, ça n'a jamais eu vraiment la faveur des auteurs de science-fiction, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient d'une part incapables de le faire, et d'autre part que certains auteurs ne s'approchent pas énormément de cela. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a jamais eu une valorisation extrême de ça en France, et y compris en termes de lecture. C'est-à-dire que quand je parle de paradigme dominant, c'est pas seulement le paradigme des écrivains, c'est le paradigme de ce qui est lu à un moment donné. Et les auteurs de hard science étrangers n'ont jamais été extrêmement lus en France. Ils peuvent être reconnus, valorisés, mais c'est pas forcément ces textes-là qui sont les plus connus. Et de ce point de vue-là, la difficulté pour un Greg Egan, par exemple, de vraiment bien être percé en France, vient de là, en partie. C'est qu'il n'y a pas cet intérêt pour la technique, pour le détail technique, pour l'approche scientifique profonde. Mais ça, c'est plutôt un problème de lecteur, en fait, en général. Et comme les auteurs sont des lecteurs, ils font le genre de choses qu'ils aiment. Enfin, il y a un effet de boucle. Donc il y a cet aspect-là. Ce qu'on a beaucoup dit, et ce avec quoi je ne suis pas d'accord du tout, c'est l'idée qu'il y a un intérêt pour le style, enfin pour le goût de l'écriture, le goût de la phrase plutôt que pour les idées, donc la forme plutôt que le fond. Je dois dire, je pense que c'est complètement, pour le coup, arbitraire de faire ce type de séparation, avec éventuellement justement ce problème du rapport aux faits scientifiques, qui finalement va s'estomper en français, mais il n'y a pas, à mon avis, un intérêt pour le style, le beau style, particulièrement en France. On pourrait rentrer dans les collections, enfin on pourrait rentrer loin, mais simplement je voulais juste revenir sur la part critique, puisque tu t'es beaucoup intéressé notamment en magazine et à fiction, parmi les revues. Quelle est la part de cette critique et la place de cette critique dans la science-fiction française sur cette période quasiment les 30 Glorieuses, quoi? Alors, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des 30 Glorieuses pour la science-fiction, ça a été très très dur, il y a eu des moments extrêmement durs, et notamment, je dois dire que fiction a été le facteur de résistance et de vraiment d'enracinement de la science-fiction en France pendant les moments difficiles, en parallèle mais sans communication avec le Fleuve Noir Anticipation, qui a vraiment été une colonne vertébrale à ce moment-là pour un certain nombre d'auteurs français qui ont pu faire des choses. Mais pour ce qui est de l'aspect critique, effectivement, moi, je me suis énormément appuyé sur ce que les critiques de l'époque et depuis ont pu produire comme discours de l'intérieur en quelque sorte, justement pour voir ce que eux appelaient la science-fiction, ce qui les intéressait, quel genre d'auteur ils allaient mettre à l'honneur. Et donc il y a eu pendant cette période-là, c'est sûr que on peut concentrer sur fiction la quasi-totalité de l'apport critique. Et alors, ce qui est assez fascinant dans ce qu'ils ont pu faire, c'est que, d'une part, ils ont propagé la mémoire des anciens auteurs, ils ont tout à fait le lien,
Donc sans du tout repousser les textes anciens, voilà. Et d'autre part, ils ont eu une approche de la science-fiction qui était extrêmement, dès le départ, extrêmement large. C'est-à-dire que pour eux, la science-fiction était partout, potentiellement. Dans les arts, ils s'intéressaient aux expos d'art contemporain, dès que ça avait un rapport. Il y a très vite des rubriques sur le cinéma. Donc c'est vraiment l'idée d'un esprit de science-fiction et d'une culture plus largement que simplement la littérature. Et je dois dire aussi qu'ils ont fait une place constante pour notamment les auteurs de science-fiction populaire. C'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est de constater que les auteurs du Fleuve Noir se considéraient mal vus par fiction, et fiction, il y avait certains qui faisaient des critiques facilement, et pourtant il y a toujours eu une critique, dans la critique des livres, des auteurs d'anticipation, qui était qui n'était pas uniquement pour les critiquer d'ailleurs, c'était plutôt des critiques positives. Et de ce point de vue-là, c'est en partie sur le discours théorique interne, en quelque sorte, que j'ai fondé mes propres approches théoriques. Et alors je dois dire, pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur la question des universitaires, je dois dire que au moment où je me suis mis à travailler, ça avait déjà un peu bougé. Et la manière d'approcher la science-fiction avait déjà évolué, et j'ai pu adapter aussi, faire la jonction entre les préoccupations d'époque historique et les préoccupations contemporaines qui s'intéressent beaucoup à la manière dont le texte fonctionne, dont la science-fiction, ses crises fonctionnent. Et de ce point de vue-là, Richard Saint-Gelais fait un très bon livre sur lequel je me suis appuyé, qui est L'Empire du pseudo. C'est un chercheur québécois qui n'est pas spécialiste de ça, mais qui a fait un travail phénoménal là-dessus. Et Irène Langlais, qui a fait un livre aussi à peu près au moment où j'ai terminé ma thèse sur la question, sachant que l'idée commune, c'est non plus de réfléchir au thème de la science-fiction pour dire, on parle de tel aspect, mais vraiment à la façon dont un lecteur qui aborde un livre de science-fiction va créer l'univers avec la lecture. Et ça, c'est des choses qui sont de notoriété publique, qui sont des choses connues intuitivement par les lecteurs, qui sont abordées par les critiques, mais sur lesquelles il n'y a jamais eu, justement aux travaux de Saint-Gelais, Langlais et puis moi-même, il n'y a jamais eu d'approche systématique pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et passer de l'intuition à vraiment une espèce d'explication critique. Une petite question sur les acteurs que tu as rencontrés après. Quel souvenir ils gardent de cette période-là? Alors j'imagine qu'ils ont tous des souvenirs différents, mais leurs souvenirs sont globalement positifs. Comment ils voient ça? Ah oui, dans l'ensemble, de toute façon, les grands anciens, Gérard Klein, Philippe Curval, André Ruellan, les grands anciens gardent de cette période-là un souvenir émerveillé. Ils se souviennent que c'était pas facile. Il y a eu les hauts et les bas. Mais dans leur témoignage, dans leur manière de se rappeler ces choses-là, il y a vraiment l'idée qu'ils créaient quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils apportaient une idée nouvelle, que ce soit comme écrivain ou que ce soit comme membre actif, ça faisait avancer réellement. Ils avaient plus peut-être qu'aujourd'hui, où maintenant beaucoup de choses sont déjà établies, ils avaient vraiment l'impression de défricher un terrain inconnu. Et c'est en partie ce que j'ai essayé justement de rendre, c'est cette idée qu'au départ, il y avait rien en fait. Il y avait déjà des textes, mais qui n'étaient pas connus, n'étaient pas rassemblés. Et dans ce mouvement qui a été un mouvement de création, de collection, un mouvement de création de revues, avec des hauts et des bas, beaucoup de difficultés, beaucoup de péripéties diverses, et bien dans ce mouvement de création, il y avait vraiment le fait que quelque chose de nouveau s'installait en France. Et à partir de rien, notamment, ils n'avaient pas vraiment de modèle. Ils n'ont pas copié un modèle américain. Ils savaient que des textes arrivaient, mais ils ont fait chez eux à peu près ce qu'ils pensaient qu'il fallait faire. Mais ils n'avaient pas une idée claire, contrairement à ce qui s'est passé par exemple en Angleterre, où il y avait des communications très importantes très vite, du fait de l'absence de barrière de la langue. Et les clubs anglais qui se sont faits sur le modèle des clubs américains. Il y a eu des allers-retours. Mais tout ce qui s'est fait en France s'est fait sans contact réel avec l'extérieur jusqu'aux années 70, où là il a commencé à y avoir énormément de contacts. Mais tout ce qui s'est mis en place au départ. Et donc, il y a cette fierté de la part de ces témoins-là, de l'idée qu'ils ont participé à quelque chose de nouveau au départ. Ils ont
et ils ont, enfin, pour le coup, ils n'ont pas de compte à régler avec leur passé. Ils sont très contents de leur histoire. Et c'est ça qui est bien aussi dans l'histoire de la science-fiction française, c'est que il y a réellement très peu de ruptures. Ouais. Il y a eu des problèmes, mais les ruptures ne sont pas des ruptures vraiment problématiques. Ça a été des petites crises. Mais réellement, on peut faire de 1950 à nos jours une continuité qui a un sens, sans absolument réécrire l'histoire ou effacer les problèmes. Deux petites questions pour terminer. Allez, trois. Soyons fous. La première, c'est tu as été invité aux Utopiales. Il y a 15 pages de discussion sur ActuSF après ton essai, mais de vraies discussions parfois sur des thématiques avec un vrai regard critique. Est-ce que tu es étonné de cet accueil-là et est-ce que tu as vraiment l'impression que la science-fiction continue à réfléchir sur elle-même? Alors, je ne suis pas étonné, mais je suis très content. C'est-à-dire que je n'étais pas certain du tout de la manière dont ça serait accueilli. Ce que je sais, ce que j'ai toujours su sur la science-fiction, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais travailler sur la science-fiction et pas sur un autre objet moins légitime, parce que j'aime d'autres choses que la science-fiction. Ce que j'ai toujours su, c'est qu'effectivement, il y a toujours eu cette tendance à réfléchir sur l'objet. Bien sûr, quand on lit un livre de science-fiction, on ne passe pas son temps à réfléchir à la manière dont on le lit. Mais il m'a toujours semblé qu'il y a une invitation à la réflexion en permanence dans la science-fiction qui fait qu'au-delà du texte, on continue à spéculer. Et que cette spéculation, ça ne se réduit pas au fait d'imaginer ce qui pourrait se passer dans ce monde-là. Mais on se demande si réellement la construction proposée par l'auteur, l'extrapolation qu'il a proposée, si ça fonctionne vraiment. Dans quel cas ça pourrait ne pas fonctionner? Jusqu'où on peut l'emmener? Et donc chaque lecteur devient un peu auteur au-delà du texte. Ouais. Et dans ce fonctionnement-là, eh bien, il y a, selon moi, un regard critique plus important, à mon avis, dans la science-fiction que dans d'autres milieux, mais c'est peut-être aussi une question de maturité. La science-fiction a un peu d'avance de ce point de vue-là. Ce regard critique, il invite les gens à lire les textes qui peuvent être écrits sur la science-fiction. Et de ce point de vue-là, dans les revues de Frost, il y a une partie critique qui réfléchit sur la science-fiction. Et à mon avis, il y a beaucoup de gens qui lisent ça, plus qu'ils ne lisent des nouvelles. Et il y a des gens qui lisent des nouvelles sans lire cette partie critique. Il y a tous les publics possibles.